Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Mêlez-vous de nos affaires, un balado consacré à l'économie sociale. Je suis Andréane Cloutier, membre et conceptrice graphique pour la coopérative Bleu Forêt, coop de communication responsable. Et je suis Geneviève Rajot-Soriol, membre et conseillère en communication responsable chez Bleu Forêt également. En tant qu'entrepreneuse, on écoute beaucoup de balados sur le monde des affaires. Pourtant, très peu abordent l'entrepreneuriat collectif. Est-ce que l'économie sociale n'est pas assez sexy, trop de gauche, trop communautaire ou simplement mal connue? Nous, depuis qu'on est une coop, on a envie de crier sur tous les toits que l'économie sociale va sauver le monde. Sans prétention, on a décidé de lancer le balado pour faire connaître ce modèle entrepreneurial-là. On va recevoir des personnes qui l'ont choisi et qui le vivent au quotidien. On va se mêler de leurs affaires sans avoir peur des mots. On compte aborder une foule d'enjeux de notre époque comme la crise climatique, les inégalités sociales, le capitalisme ou le patriarcat, la pénurie de main-d'œuvre, la crise du logement et sûrement plusieurs autres, toujours en se penchant sur les solutions. Mais pour bien mettre la table, on reçoit aujourd'hui Joanie Bournival, directrice générale du pôle d'économie sociale de la Mauricie, qui va nous expliquer c'est quoi au juste l'entrepreneuriat collectif. On va aussi lui sortir les pires idées préconçues sur l'économie sociale. Bonne écoute! Mêlez-vous de nos affaires. Bonjour Joanie! Hey, bonjour! Merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien? Super bien. Super bien. Ouais, bien excitée de te recevoir. Là. On voulait vraiment démystifier un peu l'économie sociale avant de se lancer avec les autres épisodes. Peut-être tu peux nous dire justement qu'est-ce que fait le pôle d'économie sociale de la Mauricie? Oui, bien, écoute, le pôle d'économie sociale à Mauricie, notre mission, c'est de valoriser le modèle de l'entrepreneuriat collectif et de voir à son développement, donc à l'émergence de nouvelles initiatives en économie sociale. Puis il y a d'autres pôles, un par région? Il y en a un petit peu plus qu'un par région. On est 22 pôles au Québec. Pourquoi 22? C'est qu'il y en a 3 en Montérégie, puis on a 3 pôles autochtones également qui se joignent à ça. Donc oui, on est un petit peu partout. À géométrie variable, on a la même mission, les mêmes rôles, mais en même temps, bien, on s'adapte à notre région, on s'adapte à l'offre. Donc, on a des petits services un petit peu différents là, d'une région à l'autre. Super. Puis bon, question à 100 là, c'est quoi l'économie sociale? Et tu dis aussi l'entrepreneuriat collectif. Là. Oui, c'est un synonyme, en fait. Là. C'est un synonyme. Ouais. Ça veut dire exactement la même chose, entrepreneuriat collectif et économie sociale. Donc, on utilise les deux, puis je dirais qu'on utilise peut-être de plus en plus aussi entrepreneuriat collectif. Malheureusement, ça passe peut-être mieux dans certaines perceptions. Donc, on joue entre les deux, là, selon à qui on s'adresse. Mais écoute, qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Bien, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'on vise la viabilité économique et on vise la rentabilité sociale. Donc, on est vraiment entre le communautaire puis l'entreprise privée. On est un modèle en soi qui se situe sur la ligne entre les deux, là. C'est quoi les formes juridiques que prennent l'économie sociale? Oui, il y a 3 formes juridiques qui peuvent être prises. Donc, la coopérative, comme vous, mesdames. On a l'OBNL à volet marchand. Donc, ça, c'est bien important quand même de le spécifier. On n'est pas dans l'OBNL communautaire, on est dans le volet marchand. Puis, il y a la mutuelle. On la voit un petit peu moins au Québec, dans le fond, surtout dans le domaine des assurances. C'est plus connu en Europe, en France particulièrement, mais elle existe, donc on la nomme. OK. Puis, oui. Ah, pardon. Les types d'entreprises, en fait, est-ce que c'est des petites entreprises, c'est des grandes entreprises? Bon, je connais déjà la réponse, là, mais... Il y en a de toutes les sortes. Écoute, on a de la petite entreprise, on a de la grande. Tu sais, un des modèles qu'on connaît peut-être le plus et dont la majorité est membre, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est Desjardins. Qui est une des plus grandes coopératives là, qu'on a au Québec, une des premières également. Tu sais, dans les grandes entreprises d'économie sociale, on a aussi le Zoo de Granby. Moi, j'aime bien le nommer parce que on le sait pas toujours, mais oui, c'est une entreprise d'économie sociale, c'est un OBNL. Puis, on en a des plus petites, tu sais, des coopératives de travail qui sont peut-être plus proches des gens, comme vous, comme le Temps d'une pinte, pas si petit que ça non plus, là, qui est un beau modèle en soi. On a à Trois-Rivières, on a le musée Pop, on a le transport collectif Masquinongé, donc ça peut revêtir quand même différentes grosseurs d'entreprises. L'important, c'est qu'on répond à un besoin des membres ou de la collectivité, donc ça dépend du besoin, de l'ampleur du besoin finalement.
Absolument. Puis parmi les coopératives, nous, on a fait le choix d'une coop de travail, mais il y a aussi des coops de solidarité, des coops de consommateurs, des coops de producteurs. Donc, ça peut faire... Encore là, il y a quelques ramifications possibles. Puis, c'est quoi, justement, les critères là, auxquels il faut répondre quand on fait le choix de l'économie sociale? C'est pas souple. Là. Il y a quand même... C'est encadré par une loi, même. Oui, exactement. C'est encadré par... au niveau des coopératives, c'est la loi des coopératives. Au niveau des OBNL, c'est ça. Il n'y a pas une loi sur l'OBNL d'économie sociale en soi. Mais on a ce qu'on appelle des principes, en fait, à respecter qui sont édictés par le cadre de référence du chantier de l'économie sociale. Le chantier de l'économie sociale étant la tête du mouvement, dans le fond, pour ce modèle-là. Les principes, en fait, à respecter, c'est de répondre à un besoin. Donc, que ce soit d'une communauté ou des membres, on veut répondre à un besoin d'abord et avant tout. C'est la primauté des personnes. Donc, l'entreprise, en fait, l'argent qui est généré par l'entreprise, c'est une propriété collective. Donc, ça doit être retourné à sa mission, ça doit être retourné aux membres ou à la collectivité d'une façon ou d'une autre. C'est une prise en charge qui est individuelle et collective. Donc, on repose sur des principes de participation, une prise en charge des responsabilités. Puis, c'est géré, en fait, par et pour les citoyens, par et pour les membres, cette entreprise-là. Elle est autonome, donc une autonomie de gestion face à l'État, ça c'est bien important, parce qu'on cherche de toute façon la viabilité économique. Donc, on va être viable, on n'a pas besoin de revenus nécessairement supplémentaires. Et c'est une gestion qui est démocratique, donc c'est un membre, un vote. Simple comme ça. Simple comme ça. C'est très simple, en fait. On peut le décortiquer là, plus largement, mais grosso modo, c'est l'entreprise d'économie sociale. Puis quand tu dis un membre, un vote, ce serait un peu en opposition à j'ai 100 actions, tu as 2 actions, j'ai 50 fois plus de poids décisionnel que toi. Ouais, Exact. C'est vraiment un membre, un vote. Puis c'est ça même, on le voit, à la création d'entreprises d'économie sociale, tu sais, les membres fondateurs, ils auraient beau investir davantage que les autres, ils vont avoir le même vote que tout le monde. Intéressant. C'est challengeant, ça. C'est challengeant. Oui, nous, on est passé par là. On entend toutes sortes de mythes sur l'économie sociale, fait qu'on on voudrait en rafale là, te faire entendre les mythes là, que nous, on a recensés. Vas-y, Andréane. Oui, j'y vais. Donc, l'économie sociale, c'est un secteur d'activité. Donc, au même titre là, que l'ingénierie, la transformation alimentaire, la construction, c'est un secteur d'activité. On l'a abordé un petit peu tantôt, mais... Effectivement, puis on l'entend souvent. On entend même, tu sais, des gens qui pensent que c'est un mouvement, que c'est des valeurs, mais c'est un modèle entrepreneurial en soi. Tu sais, il y a des formes juridiques qui sont associées à ça. Ça cherche à vendre un bien ou un service. Donc, c'est une entreprise. Ce n'est pas, c'est pas un secteur d'activité. Puis, au contraire, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont des entreprises d'économie sociale. Tu sais, on pense, c'est ça, je nommais tantôt le musée. Donc, dans le culturel, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale, en tourisme, en ingénierie, tu sais, dans tous les secteurs, en fait, on peut faire le choix d'économie sociale. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est un peu comme en opposition à l'entreprise privée, on peut dire? Ou... Je dirais que c'est pas nécessairement en opposition. En fait, nous, on aime bien utiliser l'allégorie du tabouret. Le tabouret à 3 pattes. Donc, on s'entend qu'un tabouret à 3 pattes, si tu en enlèves une, il est un petit peu plus bancal. Donc, dans l'économie du Québec, on parle d'une économie plurielle. On va avoir l'économie publique. Donc, ce qui est géré par l'État, les sociétés d'État, entre autres. On a l'entreprise privée, bien sûr, qui est très importante là, au développement du Québec, au développement de notre pays. Puis, on a l'économie sociale, donc qui est aussi un modèle en soi, qui répond à des besoins différents au sein de l'économie plurielle qu'on retrouve au Québec. Les 3 sont importants. Les 3 sont importants. Intéressant. Deuxième mythe, l'économie sociale vit au crochet de l'État et les services sont gratuits. Non, j'ai un petit peu nommé tantôt, mais effectivement, on vend des produits et services. Puis ça, c'est très important. C'est ce qui fait la distinction avec l'OBNL plus communautaire. Là, on a une offre de biens et services qu'on vend. On va chercher aussi à avoir un revenu de ça pour assurer la viabilité économique puis être capable de répondre à un besoin. Et donc, on développe des revenus autonomes. C'est pas des subventions gouvernementales. Ça n'empêche pas qu'on peut en avoir un petit peu, mais tu sais, tout comme l'entreprise privée a accès à des subventions. Oui, je tiens à rappeler. effectivement. Alors non, c'est vraiment un gros mythe à défaire. On n'est pas au crochet du gouvernement, bien au contraire, on veut être
très, très, très autonome dans la gestion de notre entreprise. Au niveau du pourcentage de revenus autonomes, je dirais que ça varie, mais on vise au moins le 40-50% là, de revenus autonomes. Puis pour beaucoup d'entreprises d'économie sociale, c'est 100% autonome, puis il n'y a aucune subvention. Troisième mythe, on ne peut pas faire de profit. On peut faire des profits. On va appeler ça des surplus. La seule différence, c'est qu'avec l'entreprise privée, on va chercher les profits avant tout. Puis ces profits-là vont aller à un individu ou à quelques individus qui sont propriétaires de l'entreprise. Dans le cas de l'entreprise d'économie sociale, ces surplus-là sont réinvestis dans la mission, dans l'entreprise. Elles peuvent être données sous forme de ristournes aux membres dans le cas des coopératives. Elles peuvent être données en salaire aux employés pour améliorer les conditions de travail. Mais oui, on peut faire des profits, puis on n'a pas peur de faire de l'argent en économie sociale. Ça arrive, puis tant mieux. Ça nous répond simplement d'avoir plus d'impact. Ça nous donne en fait plus d'impact dans notre communauté parce qu'on répond mieux à notre mission si on fait plus de sous. D'après moi, ça, c'est le mythe. Tenace. Oui, c'est un des bons mythes. Je suis vraiment contente qu'on en parle. L'entreprise ne peut pas posséder d'actifs. L'entreprise d'économie sociale ne peut pas posséder d'actifs. Bien sûr que c'est un mythe. On peut effectivement posséder de l'actif. On peut acquérir des bâtiments, on peut acquérir du matériel. Puis tout ça dans un objectif finalement de rentabilité. Donc, si on a par exemple un local commercial qui est à nous pour nos besoins, donc on utilise une partie pour l'entreprise d'économie sociale, on loue d'autres bureaux à des entreprises similaires qui vont correspondre à notre mission, mais ça fait juste plus en sorte qu'on va être viable versus de payer des fois des loyers qui ont pas d'allure ou de l'équipement et tout ça. Donc, oui, on peut posséder des actifs. Puis en plus, on répond aux besoins de plusieurs personnes. Fait que tout est parfait. Comme l'entreprise est une personne morale, dans le fond, les actifs appartiennent à l'entreprise. Exact. Tout comme si c'était un modèle, par exemple, incorporé. Ça fonctionne de la même façon, sauf que c'est collectif. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. L'équipe est bénévole. Ben non. Êtes-vous bénévole, les filles? Non. Donc, non, du tout. Oui, est-ce qu'il y a des bénévoles dans l'économie sociale? Bien sûr. On a un conseil d'administration. On peut même parfois recourir à certains bénévoles pour des projets, des choses comme ça. Mais on va viser à avoir des employés. C'est pas pour rien qu'on cherche la viabilité économique. Pour assurer ça, on a besoin de gens qui travaillent dans l'entreprise et ces employés-là, on va les rémunérer, on va bien les rémunérer selon leur poste de travail, etc. Donc, au contraire, on va viser d'avoir des employés et même de créer de l'emploi. Et des bonnes conditions de travail, j'imagine que ça vient. Des bonnes conditions de travail. Les valeurs d'économie sociale sont centrées bien souvent autour de l'humain. Quand on choisit le modèle collectif, ça le dit, c'est collectif. On se rassemble à plusieurs, on a un ancrage dans le milieu. Donc, parallèlement à ça, les valeurs sont plus humaines. Donc, on va chercher à avoir des meilleures conditions. Puis, d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties dernièrement. Puis, nos collègues du pôle d'entrepreneuriat de l'Estrie ont sorti un article hier qui mentionnait que les pratiques de gestion des ressources humaines en économie sociale sont très, très, très innovantes. Parce que les ressources humaines, on va les impliquer dans les décisions, on va les impliquer dans les réflexions stratégiques, on va les impliquer même à dire qu'est-ce que vous voulez comme avantages sociaux, comment on peut concilier le travail, vie familiale, etc. Donc, comment qu'on peut vous donner de meilleures conditions. Fait qu'ils sont super, super impliqués. Puis, en plus, l'entreprise d'économie sociale donne un sens parce qu'on répond à un besoin. Donc, de travailler pour une entreprise d'économie sociale, ça donne un sens à notre travail. Oui, puis les gens recherchent, je pense, la jeune génération recherche de plus en plus ça. Oui. Pas des bonnes conditions, un sens à leur travail. De la cohérence. Ah, c'est intéressant. On mettra le lien de l'article dans les notes du balado. Oui, super intéressant. C'est une utopie de gauche, c'est irréaliste. Oui, ça aussi, on l'entend. Des pelleteux de nuages. Bien souvent. Des pelleteux de nuages, de l'économie de pauvres. Bon, nommez-les, là. On l'entend souvent, mais au contraire, on a un volet marchand. Donc, on vend un produit, un service, on a des sous pour ça. Puis le service et le bien n'est pas de moindre qualité. Bien au contraire, il y a autant de standards de qualité. C'est juste que les profits qu'on fait avec ce produit-là, c'est donné
c'est donné aux employés, c'est réinvesti dans la mission, mais tu sais, on fait de l'argent, puis c'est pas utopique, c'est pas un modèle utopique, au contraire, c'est juste de dire qu'on vise pas le profit et les bénéfices incroyables avant tout, c'est qu'on le fait pour répondre à un besoin d'une communauté. Donc, et ça fonctionne. Pas une utopie, mais de gauche peut-être quand même, parce qu'on est moins dans c'est ça, l'enrichissement personnel, maintenant? Oui, exactement. Ouais. On pense que il y a d'autres types d'enrichissement, mais oui. l'enrichissement monétaire, si on peut dire. C'est vrai. Tout le monde est égal, il n'y a pas de patron et tout le monde fait le même salaire. Ça aussi, on l'entend. C'est sûr que, tu sais, les valeurs sont plus démocratiques. Fait que ça arrive qu'il y a des modèles de gestion qui sont horizontaux, mais tu peux aussi avoir de la hiérarchie au sein d'une entreprise d'économie sociale. Ça le dit, c'est une entreprise. Donc, tu peux avoir une direction, tu vas avoir des employés qui ont différentes responsabilités. Ils n'auront pas le même salaire, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, tu sais. Donc, ça dépend vraiment, en fait, du modèle de gestion qui est prise par l'entreprise. Oui, elle pourrait décider d'être complètement, tu sais, égale. On le voit peut-être un petit peu plus dans les coopératives de travail, puis même encore là, ça dépend des tâches qui sont déléguées à tout le monde. Mais on peut le voir aussi dans l'entreprise privée. Il y en a beaucoup qui choisissent de ne pas avoir de patron non plus, qui ont une gestion plus horizontale. Donc, c'est la même chose en économie sociale. Et c'est pas les mêmes salaires non plus. C'est pas les mêmes salaires nécessairement, non. On peut s'auto-proclamer coop si on a un processus décisionnel démocratique. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. Dans le fond, nous autres aussi, on est une coop. On a déjà entendu ça. Eh boy, non, parce que surtout au niveau des coopératives, parce qu'on est régi par la loi des coopératives. Donc, on peut pas se dire qu'on est une coop si on n'est pas enregistré selon la loi des coopératives. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut faire ce processus-là. Tu sais, tu peux dire, oui, on a un processus décisionnel qui est démocratique, on répond à plusieurs des critères d'une coopérative. À ce moment-là, fais le changement, tout simplement. C'est ça. Fais le changement, mais c'est faut absolument être enregistré. Oui, puis ça prend des états généraux, des règlements de généraux, ça prend une assemblée constitutive, une AGA chaque année, un CA, etc. Donc, oui, c'est ça. Exact. Ça vient pas juste avec les beaux principes. Ça vient, tu sais, il y a un petit peu plus que la décision démocratique. Là. On les a nommés tantôt, les principes. Là. On va chercher plus loin. Les décisions sont lentes. Ça, c'est intéressant. Les décisions sont lentes à prendre parce que tout le monde doit être d'accord. D'emblée, tout le monde doit être d'accord. Ça, c'est le principe, tu sais, de un membre, un vote. C'est sûr que pour ceux qui connaissent, particulièrement peut-être le modèle au BNL, tu sais, la direction, l'équipe de travail a des comptes à rendre à son conseil d'administration, puis le conseil d'administration a des comptes à rendre à l'Assemblée des membres, en Assemblée générale annuelle. Mais est-ce que l'équipe peut être autonome et indépendante dans sa décision puis aller rapidement? Mais bien sûr. Tu sais, tout dépend de la latitude qu'on lui donne, mais ça veut pas dire que c'est plus long nécessairement à prendre comme solution. Par contre, oui, il y a des modèles qui vont viser à avoir peut-être plus une décision qui va être unanime entre les membres. Dans les je le renomme encore, mais dans les coopératives de travail, souvent on le voit parce que c'est les travailleurs en soi qui prennent les décisions, donc ils veulent se concerter là-dessus. Oui, puis tu sais, nous c'est ça, on prend nos décisions par consensus, mais on est 3 membres. Je veux dire, chez Desjardins, il faut qu'ils votent. Oui, c'est parce ça. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux quand t'es 10, peut-être que... C'est ça, tu sais, on peut y aller par le vote, puis mettons que vous décidez, tu sais, vous êtes 3, vous voulez vous concerter, prendre des décisions à 3, mais tu sais, on a souvent là, la phrase qui nous vient en tête, ensemble, on va plus... Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin, merci, je cherchais mes mots. C'est un petit peu ça quand même, le collectif. Est-ce que des fois, ça peut créer une certaine lenteur? Peut-être. Ouais, mais en même temps... au final, temps, elle est plus pérenne, cette décision-là, parce qu'elle a été décidée collectivement. Oui, puis il y a eu un débat sain. Tout le monde a parlé des angles morts. Tu sais, une personne qui prend une décision toute seule, elle n'a probablement pas pensé à tous les revers, puis elle a... Exact. Donc, tu sais, elle est plus saine, elle est plus pérenne, elle est plus collée à la réalité. Puis ça fait en sorte que nos entreprises d'économie sociale durent plus longtemps dans le temps parce qu'elles s'adaptent. Tu sais, elles ont ce débat-là qui est sain finalement au niveau de leur gouvernance pour bien réfléchir à l'avenir puis avoir des orientations claires. Là. Justement, c'est un autre mythe qu'on avait, ça, que les entreprises d'économie sociale ne durent pas dans le temps. Ils font répondre à un besoin, puis une fois que le besoin est répondu, pouf, ça disparaît. Ou, mon Dieu, au contraire. Puis, tu sais, le besoin,
il disparaît jamais réellement. Puis, l'entreprise peut adapter aussi, tu sais, mission, vision, valeur, ça s'adapte. Donc, le besoin a changé, on adapte nos services. Oui, il est notre rempli. entreprise. Le besoin est rempli. Exact. On fait Tant évoluer mieux. Grâce à nous, la mission. en fait. Donc, Oui. on n'a pas lieu d'arrêter d'exister. Tu sais, comme on a cette vie démocratique-là, puis cette mobilisation de membres-là, mais en fait, au contraire, c'est 39% des entreprises d'économie sociale qui ont plus de 30 ans. Si on compare ça à l'entreprise privée, on tourne, il me semble, à mon souvenir, aux alentours du 11-12%. Oh! Donc, il y a une méchante C'est bonne une très bonne différence. Ouais. Mhm. Les entreprises d'économie sociale ne sont pas concurrentielles. Donc, c'est pas parce qu'on cherche pas le profit qu'on n'est pas concurrentiel. Même, je dirais, au contraire, ça peut peut-être nous apporter un certain avantage parce qu'on vise pas une grosse marge de profit. On vise juste à être viable, ce qui fait que nos tarifs, bien souvent, ils peuvent être plus bas que l'entreprise privée. Pour un service qui est autant de qualité, pour un bien qui est autant de qualité. Fait qu'on est très, très concurrentiel. Puis, tu sais, même en ce moment, avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, toutes les valeurs sociétales qui sont en train de changer, on vise l'économie locale, on veut l'économie circulaire, l'achat responsable, etc. Donc, même, ça nous donne un petit avantage sur le marché quand les politiques municipales et tout ça visent l'achat responsable. D'acheter dans une entreprise d'économie sociale un bien ou un service qui a un impact dans sa propre communauté, wow, c'est Je pense qu'il y a génial. même un mouvement d'achat en économbre sociale. Économie sociale, j'achète. Oui. Effectivement, on est en train de déployer en Morcie, puis ça se déploie à travers l'ensemble des pôles, puis ça fait changer des politiques gouvernementales, justement. Puis est-ce que ça démystifie un petit peu au grand public, un peu plus, l'économie sociale, peut-être? Oui, oui, parce que, dans le fond, les gens, déjà, ils ont cette tendance-là à dire, bon, OK, l'achat local, on connaît ça. Ouais. Maintenant, tu as l'achat local qui a un impact dans ta communauté. Fait que, tu as comme un petit plus, puis c'est ce qu'on tente de faire valoir à monsieur, madame, tout le monde, aux grands acheteurs, à toutes sortes de clientèles. Mais c'est très, très, très responsable. Ça a beaucoup d'impact d'acheter en économie sociale. Puis d'ailleurs, on fait une petite plug. Là, le balado est lancé dans le cadre du mois de l'économie sociale qui est en novembre. Puis il y a une campagne actuellement là, à l'échelle du Québec pour démystifier c'est quoi travailler, s'impliquer, acheter, puis entreprendre en économie sociale. Donc, vous pouvez aller voir le contenu qui est créé sur les médias sociaux du mois de l'économie sociale. Exact. Puis d'ailleurs, je rajouterais par rapport à ça, c'est pas pour rien que c'est au mois de novembre. Vous savez que le mois de novembre, c'est aussi le mois de l'entrepreneuriat. L'économie sociale, c'est un modèle entrepreneurial. Je le répète. On l'a appris aujourd'hui. Hey, merci, Joanie. Je pense que ça permet vraiment de mettre la table aussi pour les prochains épisodes du balado. On n'aura pas besoin d'expliquer de long en large c'est quoi l'économie sociale. C'est l'épisode à écouter absolument. Ça nous fait une belle base. Avant les autres, un énorme merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à vous deux. Je suis bien contente de participer à ce balado-là, puis j'ai bien hâte d'écouter les autres épisodes. Merci, Joanie. Ce balado est présenté par Économie sociale Mauricie avec le soutien de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Idée originale et animation, Bleu Forêt, coop de communication responsable. Merci à l'Octave pour le thème musical et à la Gazette de la Mauricie pour le studio et le montage. Oh, yeah.